Monsieur le bourgmestre de la commune de Matete, messieurs les sous-prophètes, messieurs les préfets, les directeurs, les représentants des parents, nos très chers enfants, je voudrais vous dire ce matin bonjour et c'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous. Nous sommes venus dans le cadre de l'engagement que nous avons avec l'école primaire Maïndombe de Matete, l'engagement de soutenir la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vision qui consiste à faire de l'éducation de nos enfants une priorité. Et c'est dans ce cadre-là que le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement. Et nous tous qui sommes Congolais, collaborateurs du chef de l'État, nous avons l'obligation d'accompagner cette vision dans la mesure de nos moyens. Voilà pourquoi depuis 3 ans, nous avions pris l'engagement de travailler avec l'école primaire Maïndombe de Matete dans une série de projets. Le préfet a relaté tout ce que nous avions fait, nous ne voulons plus y revenir. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous sommes venus pour remettre les 14 000 cahiers pour 1800 élèves de notre école. Nous allons remettre les sacs scolaires, nous allons remettre des stylos et nous allons remettre les fournitures pour le fonctionnement de l'école. Je voudrais en profiter pour annoncer que nous allons débuter dès la semaine prochaine la construction de l'école maternelle de Maïndombe. Nous allons construire une école maternelle à côté parce que nous avons une école primaire, nous souhaiterons que nous ayons une école maternelle et les travaux vont commencer la semaine prochaine. Et je voudrais également vous annoncer qu'avec la commune, nous allons aussi procéder à la cérémonie de la remise des fournitures scolaires à une deuxième école de la commune de Matete, c'est l'école Baumbu. La semaine prochaine, nous serons à l'école Baumbu pour remettre également les fournitures scolaires. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour accompagner nos enfants à étudier dans les meilleures conditions possibles. Parce que nous sommes convaincus que parmi nos enfants, il y a des responsables de demain, il y a des présidents de la République, il y a des ministres et il y a des IGF de demain parmi nos enfants. Et nous devons bien les encadrer. Messieurs les bourgmestres de la commune de Matete ici représentés, messieurs les chefs de la sous-division urbaine de Matete 1, messieurs les présidents du comité de parents, chers invités, à vos titres et qualités du protocole respecté, bonjour. Nous sommes là pour une cérémonie. Le complexe scolaire Maïndombe est dans la joie de vous recevoir dans ce beau cadre pour cette cérémonie de la remise des objets classiques aux élèves. Pour rappel, le complexe scolaire Maïndombe qui vous accueille aujourd'hui a 5 écoles, 4 écoles primaires et une école secondaire.
Et si nous sommes aujourd'hui pour cette cérémonie, ce n'est pas la première fois. Mais c'est l'inspecteur général de finances a déjà été ici à 3 reprises. L'année scolaire 2022-2023, il a été avec nous ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour rappel, la clôture que vous voyez autour de notre école, à partir de la fondation jusqu'à la 12e brique, c'est l'œuvre de l'IGF. Il ne s'est pas limité là. Il nous a ajouté des grands battants pour l'entrée et la sortie. La même année scolaire, il a été avec nous ici. Il nous a offert 750 bancs pipi que nous continuons à utiliser jusqu'à ce jour. La même année scolaire, il a construit pour l'école secondaire un bureau administratif. Le bureau qui est là-bas, c'est sur l'œuvre de l'IGF. Pour la même année scolaire, il a construit une salle pour les enseignants. La même année scolaire, il a réhabilité les toilettes pour nos élèves qui étudient ici. L'électricité, c'est toujours lui qui a réhabilité ça. Il ne s'est pas limité là. Il a offert la même année les cahiers, les bics et les craies pour les directions. L'année 2023-2024, l'année passée, il a été avec nous ici. Dans le même cas, il nous a offert 1800 sacs. Il a offert les uniformes, les jeeps, les chemises, les cahiers pour chaque élève de cette entreprise. Pour cette année scolaire 2024-2025, il est revenu encore. Chers invités, qu'est-ce qu'il nous a amené? C'est comme dans cette habitude. Nous avons reçu 1800 sacs, nous avons reçu 14 000 cahiers, nous avons reçu 14 000 stylos et des bics, nous avons reçu 50 ramettes de papier duplicataire, nous avons reçu 150 boîtes de crème, tout ça c'est l'œuvre de monsieur Liger. Je voudrais vous rappeler une chose. Il est fait dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État qui décrète la gratuité dans l'enseignement primaire. Il est fait pourquoi? Ça je vous informe. Il ne le fait pas comme IGF. Non, il a double casquette. C'est un ancien élève de Maïndombe. Parmi ces enseignants, il y a une maman qui est là. Maman qui? Maman Chibola, est-ce qu'elle est là? Maman Chibola? Oui, parmi les enseignants de papa Gilles, cette maman-là l'a enseigné. C'est en revanche, en souvenir de tout ça ici à Matete, qu'il est revenu pour nous soutenir les parents, soutenir aussi l'école et les élèves pour que tout puisse bien marcher. Je ne sais pas abuser de son temps parce qu'elle est quand même responsable. Je me limite ici. Ce que je vous demande, applaudissons pour l'inspecteur général. Bon, en réalité, j'étais invité ici dans cette grande conférence sur l'émergence de notre pays pour parler du 4e pouvoir, donc la presse, qui doit contribuer donc à ce nouveau concept de l'émergence pour que le Congo se retrouve dans ces rendez-vous comme les autres. Donc je viens d'expliquer que nous sommes effectivement
un quatrième pouvoir, qui mérite l'accompagnement et le soutien des pouvoirs publics, mais également qui mérite à son sein de vrais professionnels, des gens qui sont passionnés certes par le journalisme, mais qui doivent faire ce journalisme avec beaucoup de talent, beaucoup de respect de l'éthique de l'industrie professionnelle. Et je pense que c'est le mot qui doit être constaté, appliqué par ceux qui prétendent diriger ce métier comme nous bientôt. Alors, regarde-moi si je ressemble à un étranger. Je suis effectivement des Kabeya Kamwanga, des Bakwakanjinga, né et grandi là-bas, de parents 100% de là-bas. Et j'ai exercé ce métier depuis 30 ans maintenant avec la conviction de servir mon pays. Je l'ai fait au niveau international, je l'ai fait depuis que je suis de retour ici chez nous. Ça va faire bientôt 20 ans et tous les Congolais sont contents. Je viens d'ailleurs d'être désigné ambassadeur des valeurs pour la République et je veux et je souhaite que notre presse regorge des valeurs. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous voulons faire pour notre pays. Quelles sont les réformes que comptez-vous amener une fois? D'abord, nous devons assainir ce métier. Nous devons professionnaliser les journalistes. Ceux qui nous ont admirés dans la qualité du travail, dans l'excellence, dans la solidarité, eh bien, nous allons formaliser tout cela parce que nous avons de nouveaux textes maintenant. Nous avons la loi Mouillère, nous avons le code numérique. Nous avons le besoin de la population qui veut que notre pays soit un pays de vrais journalistes. Et nous en sommes. Pour que Lelo va inviter à conférence ya munene sur émergence à Mboka na biso et que presse va panzi sango bazali quatrième pouvoir pour aider Mboka na biso kende liboso. Donc na uti kopesa alors que na Mboka na biso ba journaliste ba panzi sango faut bazala bato boanya. Il faut batu o ba yebi musala, o ba lingi mboka, o ba na makanisi ya malamu. Donc biso bientôt tozo senga na ba jeunesse ya mboka mobimba en commençant par Kinshasa où on a kami pendant 10 ans. Il faut ba pesa maboko na bato balingi musala na bana o ya mboka. C'est vrai que c'est pas évident. Je crois qu'elle avait fait un jeûne de prière et elle avait invoqué tous les esprits du monde parce que c'est vraiment rare que je prenne directement, surtout quand je ne connais pas bien. Mais elle m'a rappelé qu'elle était modératrice dans un autre panel que j'avais fait ici d'ailleurs. Ah, j'ai dit, c'est donc vous. Oh, ok, si c'est vous, c'est bon, j'accepte. Donc j'ai accepté. Donc ça, maman, tout ça. D'habitude, je parle sans papier, sans rien. Et je me suis dit, je vais faire les choses un peu différemment pour que ce que je vais dire soit bien cristallisé. La première question que je me suis posée, j'ai dit, mais pourquoi on invite toujours dans des conférences, dans des panels, dans des forums, et on nous donne systématiquement des sujets de femmes? Pourquoi? Alors que je suis professeur de droit international public et relations internationales, c'est pas rien. Alors que je suis directeur de cabinet adjoint du chef d'État en matière politique, juridique et diplomatique, mais pourquoi c'est toujours résumé à les femmes? Mais la question est simple, et les femmes, c'est tout. Ah ouais, c'est vrai, je suis une femme. Et qui d'autre peut mieux parler de toutes ces matières si ce n'est qu'une femme qui est dedans? Que ce soit au niveau professoral, que ce soit au niveau, on va dire, politique, c'est toujours mieux quand c'est la catégorie concernée qui parle, parce qu'elle perçoit mieux ces choses-là. Que si ça avait été un homme, je crois qu'il y en a un autre genre ici, n'est-ce pas? Vous aussi, vous en parlerez bien, mais c'est quand même mieux quand c'est nous-mêmes. Hein? C'est beaucoup mieux, voilà. Alors, ceci dit, au but d'assemblée, là, la famille. Il me parle, hein? Ah, d'accord, pas bien. Voilà, je veux que ce soit dans un esprit de convivialité. Donc, je lis, et après, on pourra me poser toutes les questions. Ici, mesdames et messieurs,
en votre titre et qualité, auguste assemblée, très auguste. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cette conférence qui tourne autour de l'émergence de la République démocratique du Congo, Cap Vert en tout cas. Avec la permission des organisateurs, j'ai modifié le sous-thème initial qu'on m'avait proposé en celui qui me parle le mieux et qui est plus adapté à nos réalités sociales. Désormais, l'intitulé de ma communication, c'est « Les représentations socio-culturelles du statut de la femme dans la diplomatie et la politique, frein ou émergence ». Représentation socio-culturelle, ça a l'air un peu compliqué, mais vous verrez que c'est très très simple à comprendre. Plus simplement d'ailleurs, ça veut dire comment la société, surtout masculine, perçoit la présence des femmes dans le milieu de la diplomatie et dans le milieu politique. Leur présence ralentit-elle ou favorise-t-elle l'essor de la RDC, en particulier bien sûr? C'est ça en fait que je veux vous exposer. C'est à cette question principale que je vais tenter de répondre en m'appuyant sur l'observation de l'environnement socio-culturel qui explique les modèles de conduite et de comportement de la société par rapport à cette présence des femmes dans l'univers politico-diplomatique. Au-delà de la lutte des droits des femmes, il y a surtout, ce que j'ai remarqué au long de mes observations, il y a surtout le droit à la considération du fait d'être femme. Le droit à la considération d'être femme et du fait d'être femme. Cette considération se forge autour des représentations socio-culturelles que l'on se fait de ce statut de femme. Alors, représentation socio-culturelle, je vais dire rapidement ce que c'est, pour cristalliser ce que je veux dire. La théorie des représentations socio-culturelles, bien sociale d'abord, a été développée en 1960 par un professeur qui s'appelle Serge Moscovici, un Français, qui traite la manière dont les individus et les groupes sociaux créent, partagent et maintiennent des connaissances collectives pour comprendre la réalité sociale. Ces représentations permettent aux individus de donner un sens au monde qui les entoure et influencent les comportements, les croyances et leurs interactions. Je pense que vous suivez et que vous comprenez où est-ce que je vais aller. Ces représentations jouent un rôle crucial dans l'identité collective et les dynamiques de pouvoir au sein de sociétés. Par exemple, les mythes, les normes, les valeurs, les symboles d'une culture particulière qui influencent la façon de percevoir un tel membre de la société. Et c'est comme ça que percevoir une femme dans la politique conduit à quel comportement? Percevoir une femme dans la religion ou bien en tant que pasteur, etc., conduit à quel type de conduite et de comportement dans la diplomatie, etc., dans le corps professoral, etc. Ça, c'est la généralité. Donc, à cette généralité, sur ce que sont les représentations socio-culturelles, je veux souligner ici plus spécifiquement que ces représentations socio-culturelles du statut de la femme dans la diplomatie et la politique peuvent constituer, et c'est là que je commence, peuvent constituer à la fois un frein ou une opportunité d'émergence pour justement cette émergence dans les domaines de la diplomatie et de la politique. Dans tous les autres domaines, mais j'ai réduit à la politique et à la diplomatie qui sont plus parlants. Un frein. Et ce frein peut être perceptible par rapport à certains éléments que j'ai relevés ici. Le premier frein, ce sont les normes patriarcales. Dans nombreuses sociétés, chez nous en Afrique, au Congo, les femmes sont perçues comme appartenant naturellement à la sphère privée, c'est-à-dire la famille, le foyer. Traditionnellement, c'est ça. La famille, le foyer, la femme, c'est elle qui protège la famille, la femme, etc., etc. Et naturellement, elle n'appartient pas à la sphère publique, surtout pas à la politique ou la diplomatie. Est-ce que c'est pour cela que la représentativité dans ce domaine est si faible? À regarder de près, les normes limitent souvent les opportunités
pour les femmes de s'impliquer dans le rôle de leadership à cause de ce premier frein. Deuxième frein, les stéréotypes de genre. Les stéréotypes qui dépeignent les femmes comme moins compétentes, arbre-canaïté, moins rationnelles, ouais, les femmes elles sont jolies mais stupides. Quoi. Sois belle et tais-toi, ça c'est presque moi qui invente ça. Maman, sois belle et tais-toi, point barre. Ou incapable de prendre des décisions importantes et stratégiques. Toutes ces idées, tous ces stéréotypes sont largement répandus. Je pense qu'on a procédé. Je suis descendue sur le terrain pour vérifier ça. Est-ce que par hasard, c'est pour cela que les femmes ne sont pas spontanément choisies lors des grandes assises, dans les résolutions des conflits armés par exemple, alors que celles-là sont les premières victimes avec les enfants dont je suis victime? C'est moi qui comprends mieux la souffrance. Non, au moment où on doit régler, on vous dit non, non, c'est une affaire d'homme. Mais vous les hommes là, comment vous allez vous asseoir pour vous occuper de l'affaire de nous, les femmes, qui comprenons, qui subissons ces esclaves? C'est une question. Cela peut conduire à une sous-représentation des femmes dans les instances du pouvoir. Par exemple, on ne sent pas, on ne sentira pas que le réflexe d'inviter les femmes à des tables rondes, hautement politiques, pour les grandes décisions, ce n'est pas automatique. On peut ramer les années. Il y a aussi des obstacles structurels. Les femmes doivent jongler avec des responsabilités tantôt familiales et professionnelles. L'autre frein, c'est l'accès limité aux réseaux, en diplomatie et en politique. Les réseaux informels sont parfois cruciaux pour la progression, on le sait. Cependant, les femmes sont souvent exclues des cercles d'influence dominés par les hommes, ce qui limite leurs opportunités d'avancement. Par exemple, et ça j'adore, parce que je l'ai vécu aussi, par exemple, le sentiment d'avoir été utilisé pour faire une démarche bien précise, et lorsqu'il faut faire le point en termes de stratégie, on est exclu. Allons-y dans nos partis politiques. Les partis politiques, si vous remarquez bien, en termes d'observation, objectivité, les femmes nous sont là, nous sommes là, effectivement. Ouais, les femmes, ok. On nous utilise, on écrit, on réfléchit. Au moment où il faut envoyer la liste pour les membres du gouvernement, merci les mamans. Bozate. Dozate. Eh bien, attendez, je n'ai pas dit mon frère. Attends d'abord, hein. C'est terminé. Quand ça part, le document, la première liste arrive chez l'autorité qui doit former le gouvernement, l'autorité s'aperçoit qu'il n'y a aucune femme. Il dit, mais attendez, monsieur, vous êtes un grand parti politique, vous voulez me dire que dans votre parti, il n'y a pas de femme? Allez, retournez, allez réfléchir. Le gars rentre, il réfléchit, il dit, ah, et je veux être tranquille, mon Dieu, mais la porte de Babacha, là, est quand même assez intelligente, hein. Et sur la là, ah, non, trop. Non, trop d'intelligence, là, les femmes qui parlent trop français, là, c'est compliqué. Ah, elle peut mieux la maîtriser. Je respecte toutes les femmes, mais on doit reconnaître qu'il y a plus intelligents, moins intelligents, plus compétents. C'est objectif. Le chef du parti politique mettra cette femme-là. Je ne dis pas que c'est cristallisé, hein, donc on est vraiment dans l'observation. Et quand ça vient chez l'autorité qui doit nommer, le pauvre, il dit, ah, il y a quand même une femme, moi, c'est pas mon rôle de surveiller qui c'est, c'est une femme, je la mets. Et parfois, quand le gouvernement est formé, on s'aperçoit les faiblesses de cette femme-là en question. Ou bien, le chef du parti politique, il dit, non, qu'elle soit compétente ou pas, je vais mettre ma sœur. Comme ça, pouvoir n'est pas la leçon. Mais ça, c'est très africain. Il ne faut pas penser qu'il y a que chez nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'à Roquette, il y a la place. Et que quand il s'agira de payer le pourcentage qu'on donne au parti, là, il n'y aura pas de problème. À Roquette, pas à cause d'un famille. Au sein d'un mystique.
Donc, c'est une observation. Ensuite, ça ce sont les freins. Il y en a plusieurs, mais j'ai préféré sortir ces freins-là. Mais bonne nouvelle, chers amis, il y a quand même de l'émergence. Il y a quand même des points positifs. Il ne faut pas rester que dans le Nord, parce que le monde change. Les mentalités évoluent. Donc, ça ne serait pas honnête de ma part de rester dans ces stéréotypes, dans tous les freins que je vous ai donnés là, à titre, on va dire, énonciatif et non exhaustif. L'émergence, maintenant, pour les femmes. Dans cette représentation socioculturelle, l'émergence se traduit par quoi? L'évolution des mentalités, gloire à Dieu. Progressivement, la reconnaissance du rôle et les compétences des femmes en politique et en diplomatie augmentent. Par exemple, et ça c'est vrai, si vous regardez toute la diplomatie, que ce soit au gouvernement ou au cabinet, est tenue par des femmes. Vous prenez Madame la ministre d'État des Affaires étrangères, une femme, vous prenez sa vice-ministre, une femme, vous prenez la ministre déléguée aux Affaires francophonie et coopération internationale, une femme, vous allez au cabinet, votre homme de servant est une femme, jusqu'à preuve du contraire. Et la commissaire principale en diplomatie, le chef de l'État, est une femme. Donc, ça monte quand même. Donc, l'émergence est là. Les campagnes en faveur de la promotion de la diversité et de l'égalité des genres contribuent à faire évoluer ces représentations essentielles. Il y a aussi dans l'évolution, dans l'émergence, le leadership féminin. Parlons-en. C'était d'ailleurs ça? C'est ça qu'on avait donné avant. Ça nous rattrape quand même. Le leadership féminin. De plus en plus de femmes accèdent à des postes de pouvoir. Comme Madame la Première ministre. Ah oui, on a plus ici. Une telle institution. Donc de plus en plus de femmes accèdent à des postes de pouvoir, comme Madame la Première ministre, la ministre des Affaires étrangères que j'ai dit tantôt, la gouverneure de la Banque centrale. Des postes dévolus historiquement, automatiquement à des hommes, voilà, c'est une femme. La première présidente du Conseil d'État, pour la première fois dans ce pays, on a une femme au Conseil d'État. Nous devons reconnaître donc que leur présence démontre quand même que les femmes peuvent exceller sans complexe dans ces domaines, inspirant ainsi une nouvelle génération. L'autre émergence, c'est la diplomatie inclusive. Certains argumentent que les femmes apportent des compétences distinctes en matière de gestion de conflits et de négociations diplomatiques, comme une plus grande empathie ou un leadership collaboratif. Ces compétences sont de plus en plus valorisées dans un monde globalisé où la résolution des conflits nécessite des approches diversifiées. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les femmes sont les premières victimes. Quoi de plus normal de les faire asseoir autour d'une table? Le problème de l'Est qu'on a, vous voyez qu'il y a beaucoup de groupements féminins qui se placent pour parler au nom de ces victimes-là, essentiellement les femmes. Elles ont du mal à participer, à accéder à un échelon plus haut quand il s'agit de discuter sur la résolution de ce conflit. Vous verrez qu'elles seront là, et ce sera peut-être un ou deux, ou bien un témoin, ou bien une victime. C'est toujours en termes de victimisation, en termes de... Voilà. Mais jamais une femme va s'asseoir, ou quasi jamais va s'asseoir, et expliquer sa stratégie par rapport à ça. Ça, c'est encore une fois les représentations socioculturelles. Les mouvements internationaux, qui sont aussi une émergence. Les organisations internationales comme l'ONU, à travers des initiatives comme la résolution 1325, que toutes les femmes connaissent, du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, promeuvent activement la participation des femmes dans le processus de paix dans la diplomatie internationale. Donc vous voyez qu'à côté des freins, il y a quand même l'émergence. Donc l'espoir est perdu. Et on continue dans ce sens-là. Heureusement qu'on a des hommes genrés qui de plus en plus connaissent cette affaire. Vous savez que le représentant de l'ONU Femmes, c'est un homme. Vous savez, M. Adama. Le représentant, non, c'est qui qu'on a moins, il va faire, oui, non. Alors, on va me dire, pourquoi tu ris quand c'est un homme? ONU Femmes, ben oui, ONU Femmes est dirigé par un homme. C'est génial, parce qu'il a tout compris au film. Il a tout compris au film. Pour conclure, parce que je parle trop, je vais m'arrêter. Pour conclure, les représentations socioculturelles
peuvent jouer un double rôle, comme je l'ai dit. D'une part, elles peuvent freiner l'accès des femmes à la diplomatie et à la politique en perpétuant les préjugés, les obstacles institutionnels et les résistances culturelles. D'autre part, à mesure que les normes évoluent et que les initiatives favorables à l'inclusion évoluent et que les initiatives favorables à l'inclusion se multiplient, les femmes émergent progressivement comme des actrices clés sur la scène diplomatique et politique. On a beaucoup de femmes ambassadeurs, heureusement. Et tout ça, ça définit leur rôle dans la société. Alors, pour vraiment conclure, boucler mon propos, je vous livre une théorie, et je la dis souvent dans mes conférences, je l'aime bien. Je l'ai inventée, je suis professeur, je ne vais pas l'inventer. Je vous livre une théorie que j'ai inventée suite à l'observation du terrain. C'est la théorie de la lettre K. Vous voulez que je la raconte un peu? Elle s'explique mieux en lingala. La théorie de la lettre K, qui s'explique mieux en lingala, c'est ceci. Comme nous les femmes, je vois que Jean-Marie Kassamba est là, donc il la connaît, la théorie de la lettre K. Comme nous les femmes, nous recherchons aussi notre droit à la considération, je vous l'ai dit. Plus que le droit à nos droits de femmes. Le droit à la lettre K. Quand tu vas écrire considération lettre K, le garçon là, il va dire t'as voulu à ça il faute. Ah, on remarque que la ça il faute. Eh bien, na tika, la considération n'a encore au Tchapaka. Eh bien, je vous remercie du fond du cœur, avocat. En France, par exemple, c'est plus de 120 milliards d'euros dans les caisses de l'État. En Afrique du Sud, le numérique apporte plus de 30 milliards de dollars par an dans les trésors. La RDC est connectée au câble international WATS depuis 2012 et lorsqu'on fait une évaluation par rapport aux emplois créés, par rapport à son apport dans le trésor public, on se rend compte que nous avons pataugé et nous avons freiné notre élan au développement. Ici, vous voyez, je n'ai rien noté. Vous pouvez bien noter pour mieux structurer les choses comme Mme la DIRCAP l'a dit tout à l'heure, mais je préfère faire un témoignage. En fait, ici, c'est un témoignage et c'est l'addition d'une expérience. J'ai été conseiller dans plusieurs ministères au pays, plus de 7 ministères, je crois. C'est de l'addition de ces expériences que je me tiens ici pour parler du numérique et de la vocation du Congo, effectivement, à être un géant du numérique dans la sous-région. Le président Tshisekedi a vu cela. Il est arrivé au pouvoir, je parle sous le contrôle de Mme la DIRCAP, mais je crois que parmi le premier programme que le président Tshisekedi avait présenté, c'était le plan numérique pour booster le pays. Il y avait un plan, le président a fait de son directeur du cabinet ministre du numérique, donc on sous-entend que c'était une personne qui avait travaillé, qui avait mis la patte dans l'écriture, la rédaction de ces plans. Donc il était pleinement investi parce qu'il avait certainement vu ce que nous voyons. Je suis allé en Angola en 2016. C'était le lancement du satellite angolais Angosat 1. Le ministre des Télécoms angolais les reçoit. Il a fait une partie de ses études ici chez nous, donc il parlait un peu lingala, même s'il se réservait. Il dit, mon frère, nous avons investi 300 millions de dollars pour ces satellites. Mais nous avons investi ces 300 millions de dollars avec assurance parce que nous avons un voisin qui s'appelle le Congo. Le Congo, c'est 100 millions de consommateurs potentiels. Le Congo, c'est 9 frontières. Si nous signons un seul contrat dans ce monde, mais avec le Congo, nous sommes dans nos frais. Je suis allé discuter du numérique à Tokyo, lorsqu'il fallait faire la mutation de la télévision analogique à la télévision numérique. On a discuté avec des grandes sociétés japonaises comme Topal
l'une des plus grandes sociétés au monde avec 400 000 employés, 430 représentations à travers le monde. Les Japonais nous disent, nous disponibilisons 200 millions de dollars pour le Congo. Si vous adoptez la norme japonaise, nous vous donnons un don, 200 millions de dollars, pour opérer cette migration chez vous. Pourquoi? Parce que le Congo et ses 9 voisins, si une norme technologique est adoptée chez vous, nous avons la possibilité d'exporter cette norme autour de ses voisins. Donc vous voyez comment nous sommes puissants et comment nous avons raté le coche du développement de l'économie numérique parce que la politique a primé sur les vraies aspirations. Je suis allé en 2017, Californie, au siège de Facebook. C'était la première fois qu'un drapeau d'un pays africain flottait au siège de Facebook. C'est grand. Le siège de Facebook, c'est un peu comme Kassavou divisé par deux. C'est énorme. Il y a la Silicon Valley. C'est énorme. Ah, non, ça, c'est les images en dollars. Ah, voilà. Alors, là, c'est le drapeau numérique. Alors, nous discutons avec les équipes de M. Zuckerberg, qui était lui-même à Dubaï et qui a participé à la réunion par contre-expertisé. Il a dit, monsieur, ça c'est un travail qui ne peut pas prendre moins de 6 mois. Vous avez fait ce travail en 6 jours et ça a été correctement fait. C'était des jeunes Congolais. Donc pour moi, l'intelligence locale est fonctionnelle ici. Alors, nous transférons les technologies ici, dans cet incubateur. Les jeunes Congolais sont formés. On les encadre dans la création. On les encadre dans la création des sociétés. Pendant une année, ils sont accompagnés. L'année d'après, ils vont dans le marché. Quelqu'un qui arrive à maîtriser les dernières technologies que Facebook ou Google développent a la capacité de revendre cela autour de nous. Ça fait 9 pays. Donc, une personne qui sort de cet incubateur et qui crée une société avec 3, 4, 5 employés, si on a 10 000 sociétés ici, nous avons 50 000 emplois en moins d'une année. Si on implique, ici, je ne parle pas de rêverie, ici c'est de l'expérience et c'est vrai. C'est l'expérience, c'est vrai. Je vais chuter, c'est énorme, c'est passionnant, mais je crois que je vais atterrir. J'ai eu dernièrement, j'ai été invité à évaluer, dans un autre cadre bien sûr, la feuille de route du ministère de PTN Ticket Numérique, où plusieurs missions, j'avais fait des propositions de réqualification. Bon, j'ai comme l'impression que ça n'a pas été suivi. Mais maintenant, dans les 100 jours, lorsqu'il faut évaluer, il ne faut pas se plaindre qu'il n'y ait pas de résultat. Lorsque vous dites qu'on doit construire des académies de mathématiques, mais nous avons Matinfo au campus, nous avons EasyPay qui fonctionne. Il y a des jeunes gens qui travaillent et qui sont habitués à manipuler l'intelligence là-bas. Allons-y plutôt à la pratique. Incubation. Je vous dis qui encadre les femmes et les jeunes filles. Ma question va s'adresser à M. Kaka. Je suis passionnée du numérique, je ne pouvais pas rater l'occasion de rebondir sur ce que vous avez dit. Bravo pour votre brillante exposition et présentation. Le numérique, comme vous avez peint tout à l'heure, est un secteur transversal pour lequel dépend le développement et l'émergence, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de tous les autres secteurs, l'agriculture, la santé, l'éducation. Si on veut véritablement parler de l'émergence, on doit travailler sur le numérique. Pour réduire le gap, on doit travailler sur le numérique. Et j'ai beaucoup aimé votre conclusion avec la piste de solution que vous avez donnée, entre autres la création de l'incubateur, d'un incubateur numérique en RDC, il n'y en a pas. Ça sera une première, j'ai vu la maquette, c'est juste formidable.
J'espère que le chef de l'État va suivre votre présentation et on aura dans les prochains jours des échos sur ce que vous avez dit, parce que ça vaut réellement la vie de ceux qui pensent que nous sommes tous capables de faire quelque chose pour ce beau pays. Il est temps que le Congolais arrête de pointer le doigt vers le gouvernement. Oui, le gouvernement a ses responsabilités, mais je me dis que chacun peut jouer son rôle. Pour cet incubateur-là, est-ce que vous avez pensé à faire une levée des fonds? Je vous promets qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés à mettre et à investir dans un tel projet ambitieux. Est-ce que vous avez pensé à faire une levée de fonds? Et ensuite, vous avez parlé des contenus, la création de contenus. Malheureusement, ces gens travaillent avec des entreprises privées. La conséquence, c'est que nous avons à longueur de journée sur les réseaux sociaux une image très péjorative du pays. Il n'y a que des bêtises, la distraction, les danses, les anti-valeurs à longueur de journée sur les réseaux sociaux. C'est ça le contenu congolais. Si on parle de contenu congolais, aujourd'hui, on va identifier tout ce qu'il y a comme buzz, musique, c'est bien, mais la plupart du temps, ce sont des anti-valeurs. Là, je fais appel à votre regard d'expert. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est de savoir. Émergence, on en parle. Entrepreneuriat, c'est tous les jours qu'on en parle. Mais il y a un facteur qu'on appelle le facteur temps pour aboutir à tout ça. À Kinshasa aujourd'hui, pour circuler, devient une calamité. J'habite Ngaliema ici. Pour quitter chez moi vers la station Macambane, arriver ici, il m'arrive de passer 2 heures dans les embouteillages. Madame le Dirkaba, je voudrais profiter de votre casquette justement pour que vous puissiez nous donner ou nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut finalement pour mettre fin à ces embouteillages qui traumatisent, qui dérangent tout le monde, tous les Congolais. Parce que c'est un facteur important dans le cadre justement de l'entrepreneuriat. Si vous faites les affaires, on a besoin de temps. Mais pour quitter un endroit, pour aller vers un autre, c'est une calamité. Voici ma petite question. Les autres, je les garde, je les poserai dans le couloir. Merci. Je voudrais d'abord assurer l'audience assemblée que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai exposé, ça sort d'une observation, qui est objectivement subjective. C'est-à-dire que c'est selon ce que moi je perçois. Et ce n'est pas une vérité d'évangile. Il n'est pas question ici que j'impose quoi que ce soit à quelqu'un. Ça, mettons-nous d'accord. C'est dans une démarche, on va dire épistémologique, qui me permet de faire sortir les éléments que je vois et essayer d'avoir une espèce de théorisation par rapport à ça. Voilà. Donc, si quelqu'un a une autre idée par rapport à ça, c'est très bien. On évolue. Alors, valorisation de la femme, représentativité, pensez-vous, la femme peut-elle réellement assumer ses fonctions? C'est ça plus ou moins la question. Bon, c'est qui m'a posé la première question, monsieur? Il est où, le monsieur? Monsieur, c'est vous? Il est parti? Monsieur le Noir, c'est là. Ah, c'est vous, hein? Monsieur le Noir, c'est ça? Oui, très présent sur Internet. Bravo pour ce que vous faites aussi. Voilà. Au moins, vous dites clairement ce que les autres pensent pas. C'est bien. Alors, regardez-moi. Regardez-moi. Vous me voyez? C'est la première fois que vous voyez physiquement, n'est-ce pas? Comment vous me trouvez? Vous voulez dire au revoir? Comment vous me trouvez? Ah, vous voyez, on va dire une belle famille à vie. C'est ça. Non, pourquoi vous avez besoin de parler de ma plastique ici, maintenant? Alors que nous avons un thème qui est très important. On a tendance à enfermer la femme dans un carcan qui lui fait rappeler qu'elle est d'abord une femme. Je continue. Ok? Puisqu'elle est d'abord une femme, jolie, superbe, intelligente, on doit la tester. Hein, on doit
la testation. Donc, on va la tester si cette belle gueule-là, ces frères-là, correspondent à sa tête. Ouais. Alors, à ce moment-là, c'est là que la sévérité contre nous commence. Je vous donne un exemple. Je donne le cours de droit international public et relations internationales. Un cours très politique sur les interactions entre les États, s'il vous plaît. Les étudiants ont toujours tendance à me sortir, à me faire revenir dans la réalité de l'État. Bon, je comprends, hein, c'est normal. Et j'ai l'obligation de réserve, donc je ne réponds pas à tout. Voilà qu'un étudiant, donc je donne mon cours avec eux. Voilà, comme j'aime la passion que j'ai là. À la fin du cours, il descend, c'est comme un frère, il arrive là, il se met à genoux. Qu'est-ce qui se passe à celui-là? Il tape les mains, il dit, madame, je vous ai entendu parler. Je veux vous demander pardon. Je dis pardon pourquoi? Parce que je n'aurais jamais imaginé qu'une femme telle que vous, avec vos fiertés, etc., vous auriez pu sortir quelque chose d'intelligent de votre bouche. Elle dit, caca! Maintenant, c'est pire que je le pensais. Par contre, il y en a un autre, toujours dans notre histoire, qui vient qui me dit, et Gloria, madame le professeur, tel que vous enseignez, tel que vous parlez, madame, je dois vous faire une confession. Si vous viviez à l'époque de Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ serait pas sur la terre. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que dans son champ mental, il s'est dépassé pour associer le stéréotype qu'on met sur les femmes et ce qu'il voit. C'est comme si on venait de regarder la poudre dans l'œil. Oh, pas ça là. Eh bien, vous savez, toutes les femmes font ça. C'est simplement ne pas venir avec ce préjugé déjà installé au départ. Sauf qu'on le mot les préjugés, voilà, tu verras que tu dis que non, on a mis une femme à cause. Et non pas que ton contact à ce qu'on soit. Vous avez la différence. À cause ou bien ton contact à ce qu'on soit. Avec les hommes, c'est pas le cas. Ah, mais ça, c'est pas le cas. Tu es nommé au Bali. À Coco Kamaka. Hier, moi, le Taliban, comme il m'a dit, exposé qu'il dort encore. Vous comprenez, hein, mon ami? Je suis très content. En fait, pour ne pas tout monopoliser, donc c'est un peu ça. Donc, oui, elle peut réussir, c'est vrai. Mais alors, il ne faut pas nous dire, tiens, madame la première ministre, on avait une femme. La première chose qu'on a entendue, tout petit maman, oui, une femme. Nous, les femmes, on se levait, enfin une femme. Nous aussi, on a déconné. On a déconné aussi en disant, enfin une femme. Pourquoi on dit enfin une femme? Voilà, enfin, un être humain, une personne qui va conduire les décisions du gouvernement. Mais les hommes, c'est pire que nous. Donc, on a déconné, les hommes aussi déconnent en disant, maman, on avait ton taille, ma première est. Ton taille, il est là, ça, ma première est. Et effectivement, quand il y a des histoires de conseil de sécurité, etc., est-ce que le premier réflexe c'est de l'appeler? D'abord les généraux, d'abord je ne sais pas, le monde entier, ouais, le téléphone. Elle, où elle peut venir, c'est comme le chef du gouvernement. Est-ce qu'il va faire des paiements, on pense. Donc, c'est à ce niveau-là des perceptions, ça va? Et merci pour les compliments, ça va au cœur. Merci beaucoup. Alors, l'autre, c'est quoi? Compliment avec K. Compliment avec K, merci. Je suis fière des femmes aux affaires aujourd'hui. Pourquoi on pose... Ah oui. Est-ce que je suis fière? C'est dans la même réponse. Donc, je passe à ça. Troisièmement, dans le mouvement féministe... Bonjour à tous. Madame la rapporteure, mesdames et messieurs, j'avais prévu, j'ai écrit un discours, mais je préfère pas le dire. Je vais essayer d'échanger avec vous autour de cette thématique du quatrième pouvoir, comment il influence l'émergence économique de la République démocratique du Congo. Et je précise tout de suite que je ne suis pas en campagne, hein, parce que ce que je vais dire ici, c'est pour vous aider à comprendre comment notre monde fonctionne. Et qu'est-ce que nous avons comme idée pour que ça se fasse autrement au profit de la République démocratique du Congo. Je remercie les organisateurs de l'invitation
ils ont oublié de préciser que je suis également enseignant au niveau supérieur ici à RDC et que je suis souvent consulté sur plusieurs dossiers qui concernent la stratégie de la communication. Il y a des thèmes que je n'aurais pas voulu aborder de la même manière, d'autant plus que c'est galvaudé très souvent. Premièrement, la société savante internationale a imposé aux pays du Sud des concepts et qui sont suivis malheureusement d'une manière mécanique. Dans les années 70, on parlait de pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y avait les pays développés, l'Est, l'Ouest, et il y avait des pays du tiers-monde, ceux qui n'étaient pas dans la dynamique du développement. Et la Chine y était dans les années 60, 70 d'ailleurs. L'Inde aussi. Et ici en Afrique, on était content qu'on nous appelle pays du tiers-monde, qui méritait l'assistance et l'aide. Ensuite, dans les années 80, on nous a conduit à un autre concept. Les pays endettés auxquels on doit apporter l'ajustement structurel. Ça veut dire quoi? Comme vous ne réfléchissez pas très bien, on va vous amener un réajustement au niveau de la gouvernance, on va vous faire assister par la Banque mondiale des fonds monétaires pour que vous puissiez aussi arriver à vous en sortir. En l'année 2000, on nous a appelé les PPTE, pays pauvres, très endettés, qui méritent qu'on les fasse l'air d'aide pour qu'ils s'en sortent. Et maintenant, on vous appelle pays qui aspirent à l'émergence. Et comme par hasard, beaucoup de pays africains, principalement d'ailleurs, adoptent cette thématique. Tout le monde dit émergence de notre pays à horizon 2050, 2030. Et tout le monde fait des thématiques, des conférences autour de l'émergence. Comme si vous avez déjà commencé à exister. Parce que pour émerger, il faut exister. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, moi, de la manière dont on aborde cette affaire. L'autre concept, c'est la RDC est un pays potentiellement riche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La RDC est un pays pauvre. Très pauvre. Tellement pauvre qu'on n'arrive même pas à réfléchir comme un pays qui a envie de s'en sortir. J'ai écouté la réflexion de Jean-Pierre Kamila, qui est un grand intellectuel, qui colle bien à la réalité de notre pays. Et pour preuve, regarde, rempli jusque dehors. Mais lorsque vous avez mis la thématique émergence, enfin le défi congolais, émergence de la RDC, donc vous réfléchissez autour des thématiques qui peuvent changer le pays, eh bien ils ne viennent pas. Ils vont vous dire, ah oui, vous savez, l'histoire d'intellectuels, tout ça, il faut y réfléchir, on n'a pas le temps. Alors, comment vous voulez vous développer, émerger, lorsque vous réfléchissez comme ça? Je m'excuse du peu, allez dans d'autres pays de la sous-région, vous mettez une thématique sur le développement, vous allez voir plein d'étudiants ici. Vous allez voir plein d'intellectuels ici, y compris les politiques. Nos députés à nous, je m'excuse du peuple, sont élus pour aller de l'autre côté, dans l'autre salle. Et quand ils y vont, ils ne proposent même pas de loi, il y a la production parlementaire zéro, ils sont là que pour négocier les émoluments et les invisibles. Un peu de polémique, s'il faut, et des magouilles pour le positionnement.
comment vous allez vous développer. Alors, parce qu'on m'a dit qu'il y a juste 10 minutes. Hein. Je vais aborder le 4e pouvoir. Moi, je suis candidat, vous savez, à l'UNPC nationale. Et je pense que je vais gagner. Mais pourquoi je suis candidat? C'est parce que la communication est aujourd'hui au cœur du développement. Tout est communication aujourd'hui. Aucun pays au monde ne peut se développer sans la communication. En y ajoutant la dimension nouvelle technologie. Mais comment la communication elle est faite en République démocratique du Congo? Je signale au passage que j'ai présidé la commission nouvelle communication de la RDC aux États généraux de la communication médiatique. C'est moi qui ai présidé cette commission. En constatant ce qui n'a pas fonctionné, en proposant ce qui doit être fait, avec, naturellement, des recommandations. Et nous avons la chance d'avoir le régulateur, le CSA, qui était parti qui doit bénéficier, ou plutôt influencer l'émergence d'un pays, ne peut être réel que lorsqu'il y a une prise de conscience de l'État et de la nation pour que cela soit effectif au quotidien. Imaginez si moi, à la place de Patrick Mouyaya, ministre des médias, je décide de fermer toutes les chaînes de télévision en gardant 5 seulement. Je dois faire du professionnalisme et des médias réels à RDC. Vous allez voir des marches. Parce qu'il y a même des églises qui font de la télévision généraliste. Des églises. Vous allez trouver des débats, vous allez trouver de la publicité, vous allez trouver des prédications avec des thématiques bizarres. Donc on vous dit non, c'est la liberté d'expression. Vous allez trouver des journalistes qui sont arrêtés. Moi, je plaide tout le temps pour les journalistes qui sont arrêtés, et je vais chercher en prison. Parce qu'ils ont émis un point de vue différent de la pensée collective. Alors, les entreprises nationales, pour parler des PME, qui ne connaissent pas l'importance des médias, parce qu'ils pensent que les médias, c'est l'attaché de presse qui publie les communiqués. Comment voulez-vous que ces entreprises, les tissus économiques, puissent bénéficier de ce 4e pouvoir qui n'est pas respecté? Et donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Tout commence par ce que Jean-Pierre Kabila a dit, la façon de penser, la conception de la société. Qu'est-ce que nous voulons être comme nation? Parce que, et je suis content que M. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau, nous va souscrire des bazois. Donc, et ça vraiment net, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo diana bino mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Au monde ba chaîne eza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.